La folie de Charles VI, le roi, qui interdisait le rire. Et si un roi de France, vêtu comme un démon, interdisait à son peuple de rire, Charles VI, surnommé le Fou, a régné au XIVe siècle, plongeant la France dans un chaos où la démence dictait la loi. Cette narration divisée en 7 parties captivantes dévoile les secrets les plus étranges de Charles VI, ses crises de folie, ses costumes effrayants et des décrets qui terrifiaient sa cour. Préparez-vous à plonger dans un Moyen-Âge où la royauté flirte avec l'horreur. Appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées, afin que cette histoire glaçante atteigne d'autres passionnés d'histoire. Le roi bien-aimé, les débuts d'un règne prometteur. Imaginez-vous dans la France de 1380, un royaume déchiré par la guerre de 100 ans et les luttes de pouvoir. Au cœur de cette tourmente, un jeune prince, Charles VI, monte sur le trône à l'âge de 11 ans. Surnommé le bien-aimé pour son charme juvénile, il incarne l'espoir d'une nation épuisée. Les chroniques de l'époque, comme celle de Jean Froissart, décrivent un roi au visage angélique, aimé de son peuple et entouré de conseillers dévoués. Mais sous cette façade d'innocence, des ombres inquiétantes commencent à se dessiner, annonçant une tragédie inimaginable. Charles VI grandit dans un palais somptueux, entouré de luxe et de faste. Élevé par des régents, dont son oncle Philippe le Hardi, il est destiné à ramener la gloire à la France. À 20 ans, il prend les rênes du pouvoir, montrant un talent pour la diplomatie et une passion pour les arts. Les archives mentionnent son amour pour les banquets somptueux, où il danse vêtu de costumes élaborés, souvent inspirés de figures mythiques. Mais cette passion pour le spectacle cache une instabilité croissante que ses courtisans ignorent dans un premier temps. En 1392, un événement marque un tournant. Lors d'une expédition militaire dans la forêt du Mont Charles VI, alors âgé de 24 ans, subit sa première crise de folie. Selon Froissart, il attaque ses propres soldats, convaincus qu'ils sont des ennemis. Cette crise qui choque la cour est attribuée à un coup de chaleur ou à un empoisonnement par ses ennemis. Une analyse psychologique moderne, cependant, pourrait suggérer un trouble bipolaire ou une schizophrénie naissante, exacerbée par le stress du pouvoir et les intrigues de la cour. Ce qui rend cette période si fascinante, c'est la rapidité avec laquelle l'image de Charles change. Le roi, autrefois adoré, devient une source de peur. Les courtisans terrifiés par ces crises commencent à murmurer « Est-il possédé ?» Les médecins royaux impuissants parlent de mélancolie ou de malédiction. Imaginez-vous dans la salle du trône où le jeune roi, les yeux hagards, hurle des ordres incohérents tandis que ses conseillers échangent des regards inquiets. Malgré ces crises, Charles conserve des moments de lucidité où il charme à nouveau son entourage. Sa femme, Isabeau de Bavière, tente de maintenir l'unité de la cour, mais les tensions politiques s'intensifient. Les ducs de Bourgogne et d'Orléans se disputent le contrôle du royaume, exploitant la faiblesse du roi. Pendant ce temps, Charles commence à adopter des comportements étranges. Il refuse de se laver, convaincu que son corps est fait de verre, et insiste pour porter des costumes grotesques comme celui d'un loup ou d'un démon lors des fêtes royales. Pour le peuple, ces récits sont à peine croyables. Les tavernes bruissent de rumeurs. Le roi serait ensorcelé, ou pire maudit, par Dieu. Ces histoires, bien que souvent exagérées, reflètent une vérité troublante. Charles VI, jadis un symbole d'espoir, glisse lentement vers un abîme de démence. Si ce début vous intrigue, attendez de découvrir comment ces crises de folie ont transformé sa cour en un théâtre d'horreur.
Les crises du roi fou, une cour plongée dans la terreur. Si les débuts prometteurs de Charles VI vous ont intrigué, attendez de découvrir comment ces crises de folie ont transformé la cour de France en un théâtre d'horreur où la peur régnait en maître. Dans les années 1390, alors que le roi oscille entre moments de lucidité et accès de démence, son comportement devient de plus en plus imprévisible, semant la panique parmi ses courtisans. Cette deuxième partie explore les détails effrayants de ces crises, ses premières lois absurdes et l'impact sur ceux qui l'entourent. Préparez-vous à plonger dans un monde où un roi autrefois aimé devient un spectre terrifiant. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Après sa première crise en 1392, dans la forêt du Mans, où il attaque ses propres soldats. Charles VI, alors, dans la vingtaine, devient une énigme pour son entourage. Les chroniques de Jean Froissart décrivent un roi qui, après cet épisode, retourne à Paris dans un état de confusion incapable de reconnaître ses proches pendant des jours. Ces crises qui surviennent sans avertissement alternent avec des périodes de normalité où Charles redevient le monarque charismatique que la France adore. Mais chaque nouvel épisode renforce la peur. Le roi est-il possédé, ensorcelé ou simplement maudit? Imaginez-vous dans la cour du palais des Tournelles où les courtisans marchent sur des œufs, craignant la prochaine crise de leur souverain. Lors de ses accès, Charles cesse, hurle des injures, brise des objets, ou s'imagine être poursuivi par des démons. Une anecdote rapportée par le chroniqueur Enguerrand de Monstrelet raconte qu'il se prend parfois pour un loup hurlant dans les couloirs du palais et refusant de s'approcher des miroirs, convaincu que son corps est fait de verre et risque de se briser. Cette croyance connue aujourd'hui comme le délire du verre est un symptôme rare de troubles psychotiques que les médecins modernes associeraient à une schizophrénie ou un trouble bipolaire sévère. Ce qui rend ces crises si troublantes, c'est leur impact sur la cour. Les courtisans, autrefois loyaux, vivent dans une peur constante. Les serviteurs évitent de croiser le regard du roi, tandis que les nobles, comme le duc d'Orléans, exploitent ses faiblesses pour accroître leur pouvoir. Isabeau de Bavière, l'épouse de Charles, tente de maintenir une façade de stabilité, mais ses efforts sont vains face à l'instabilité croissante du roi. Une analyse psychologique moderne pourrait suggérer que la pression du pouvoir, combinée à une possible prédisposition génétique, sa mère, Jeanne de Bourbon, souffrait de troubles similaires, a exacerbé ses symptômes. Un incident particulièrement choquant se produit en 1393, lors du tristement célèbre bal des Ardents. Charles VI, déguisé en homme sauvage, avec des costumes en lin, enduits de pois et de plumes, participe à une danse macabre pour divertir la cour. Lorsque des torches s'approchent trop près, le costume du roi et de ses compagnons s'enflamme. Charles échappe de justesse à la mort, sauvé par sa tante, qui l'enveloppe dans ses jupes. Mais plusieurs courtisans périssent dans les flammes. Cet événement décrit par Froissart devient un symbole de la démence royale, un roi jouant avec le feu, au sens propre comme figuré. Imaginez la terreur des spectateurs, voyant leur souverain hurler au milieu des flammes, son costume grotesque transformé en bûcher. Cet incident marque un tournant. La cour commence à craindre que la folie de Charles ne soit pas seulement un mal personnel, mais une malédiction divine sur la France. Les prêtres murmurent que ces costumes effrayants, loups démons, créatures mythiques, reflètent une âme tourmentée. Les médecins royaux dépassés proposent des remèdes absurdes, saignées potions, à base de plantes, et même exorcismes.
Mais rien n'arrête les crises. Charles, dans ses moments de délire, impose des décrets absurdes, comme interdire le rire. À la cour, sous peine de châtiment, convaincu que les rires sont des moqueries dirigées contre lui. Pour le peuple, ces récits sont à peine croyables. Les tavernes bruissent de rumeurs, le roi serait manipulé par des sorciers, ou pire, possédé par Satan. Ces histoires, amplifiées par la superstition, reflètent une vérité troublante, la France déjà affaiblie par la guerre est gouvernée par un homme dont l'esprit s'effondre. Les nobles comme Philippe le Hardi tentent de maintenir l'ordre, mais les luttes de pouvoir entre factions s'intensifient, plongeant le royaume dans le chaos. Ce qui rend cette période si poignante, c'est la tragédie humaine au cœur du drame. Imaginez Isabeau, forcée de regarder son mari sombrer, tout en protégeant leurs enfants, dont le futur Charles VII. Les courtisans, partagés entre loyauté et peur, vivent dans l'angoisse d'une nouvelle crise. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, cette période soulève une question: comment un roi symbole de stabilité peut-il devenir une source de terreur? Si ces crises vous glacent le sang, attendez de découvrir comment les décrets absurdes de Charles VI ont transformé sa cour en une prison de peur. Les décrets de la folie. Une cour sous le joug de l'absurde. Si les crises terrifiantes de Charles VI vous ont troublé, attendez de découvrir comment ces décrets absurdes, nés de sa démence, ont transformé la cour de France en une prison où la peur et la confusion régnaient. Dans les années 1390, alors que ces accès de folie deviennent plus fréquents, Charles VI impose des lois si étranges qu'elles semblent défier la raison, comme l'interdiction de rire ou l'obligation de porter des costumes grotesques lors des cérémonies. Cette troisième partie explore ces édits insensés, leur impact sur la cour et le peuple, et les premières rumeurs de sorcellerie qui entourent le roi. Préparez-vous à un voyage dans un monde où la folie d'un roi dicte la vie de tous. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Dans la seconde moitié des années 1390, Charles VI, désormais dans la trentaine, oscille entre des périodes de lucidité, où il gouverne avec une certaine sagesse, et des crises où son esprit semble appartenir à un autre monde. Les chroniques de l'époque, comme celle d'Enguerrand de Monstrelet, décrivent un roi qui, dans ses moments de délire, impose des règles absurdes à sa cour. L'une des plus célèbres est l'interdiction de rire décrétée lors d'une crise, où Charles, convaincu que les rires étaient des moqueries, dirigées contre lui, menace de prison quiconque oserait sourire en sa présence. Imaginez la tension dans la salle du trône, où les courtisans habitués aux fastes et aux plaisanteries doivent réprimer toute expression de joie, leur visage figé par la peur. Ce décret, bien que ridicule en apparence, reflète la profondeur de la paranoïa de Charles. Une analyse psychologique moderne pourrait identifier cette obsession comme un symptôme de schizophrénie paranoïde où le roi percevait des menaces là où il n'y en avait aucune. Les archives mentionnent d'autres lois étranges. Charles exige parfois que ses courtisans portent des costumes inspirés de créatures mythiques, comme des loups ou des démons lors des banquets. Ces tenues, souvent lourdes et effrayantes, transforment les fêtes royales en spectacles macabres rappelant le tragique bal des Ardents de 1393. Les courtisans forcés de se plier à ces caprices vivent dans une angoisse constante, craignant de provoquer la colère du roi. Ce qui rend cette période si troublante, c'est l'impact sur la cour. Les nobles comme le duc d'Orléans et le duc de Bourgogne exploitent la faiblesse de Charles pour consolider leur pouvoir, mais même eux redoutent ces crises.
Une anecdote raconte qu'un conseiller ayant ri par inadvertance lors d'un banquet fut emprisonné pendant des semaines. Isabeau de Bavière, l'épouse du roi, tente de modérer ses décrets, mais son influence s'amenuise face à la démence croissante de son mari. Imaginez son désespoir voyant le père de ses enfants. Jadis, un roi aimait devenir une figure de terreur, incapable de distinguer l'ami de l'ennemi. Pour le peuple, ces décrets sont incompréhensibles. Les tavernes de Paris bruissent de récits. Le roi serait ensorcelé par des sorciers, ou maudit par Dieu pour les péchés de la couronne. Les chroniqueurs, comme le religieux de Saint-Denis, notent que ces rumeurs s'intensifient après chaque crise, alimentée par les récits de serviteurs ayant fui le palais. Certains prétendent que Charles, dans ces moments de délire, consulte des astrologues et des alchimistes cherchant des remèdes dans des pratiques considérées comme hérétiques. Une analyse moderne pourrait voir dans ces consultations une tentative désespérée de comprendre sa condition, mais à l'époque elle renforce l'idée que le roi est sous une influence démoniaque. Un incident particulièrement choquant se produit en 1397, lorsque Charles, convaincu que sa cour est infiltrée par des traîtres, ordonne une purge. Plusieurs serviteurs, accusés sans preuve, sont exécutés ou bannis. Les archives décrivent une scène glaçante, où le roi vêtu d'un costume de loup assiste aux exécutions, son regard vide fixant les condamnés. Cet épisode, bien que peu documenté, marque un point de non-retour. La cour réalise que le roi n'est plus seulement instable, mais potentiellement dangereux. Les médecins royaux dépassés proposent des traitements inefficaces, saignée-prière, et même des talismans censés chasser les démons. Certains prêtres suggèrent un exorcisme, mais l'idée est rejetée par les conseillers craignant un scandale. Pendant ce temps, les luttes de pouvoir s'intensifient. Le duc d'Orléans, frère du roi, et le duc de Bourgogne se disputent le contrôle du royaume, utilisant les crises de Charles comme une opportunité pour manipuler la régence. Pour les courtisans, chaque jour est une épreuve partagée entre la loyauté envers leur roi et la peur de ses caprices. Pour le peuple, ces événements sont une source de désespoir. La France, déjà affaiblie par la guerre contre l'Angleterre, souffre sous un roi incapable de gouverner. Les paysans, écrasés par les taxes pour financer les banquets et les costumes extravagants de Charles, commencent à murmurer contre la couronne. Les récits de ces décrets absurdes, comme l'interdiction de rire, deviennent des légendes urbaines amplifiées par la superstition. Imaginez-vous dans un village entendant des histoires d'un roi qui hurle comme un loup et interdit la joie, un spectre royal qui hante les rêves des Français. Si ces décrets vous semblent déjà absurdes, attendez de découvrir comment la cour de Charles VI est devenue un théâtre de trahison et de lutte de pouvoir, où sa folie a semé les graines d'un chaos national. La prochaine partie vous emmènera dans un monde où la démence d'un roi menace de détruire un royaume. Le chaos de la cour, une royauté déchirée par la trahison. Si les décrets absurdes de Charles VI vous ont laissé perplexe, attendez de plonger dans le chaos qui a englouti sa cour, où la folie du roi devient un outil pour les luttes de pouvoir et les trahisons. Dans les années 1400, alors que les crises de Charles VI s'intensifient, la cour de France se transforme en un champ de bataille où nobles régents et même la reine Isabeau luttent pour le contrôle d'un royaume au bord de l'effondrement. Cette quatrième partie explore les intrigues de politique, l'exploitation de la démence du roi et l'impact dévastateur sur la France. Préparez-vous à un voyage dans un monde où la folie d'un roi alimente la discorde nationale. Si cette histoire vous captive, appuyez sur j'aime, abonnez-vous
et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Au tournant du XVe siècle, Charles VI, désormais dans la trentaine, est un roi fantôme, alternant entre des moments de lucidité où il tente de gouverner et des crises où il devient un danger pour lui-même et pour les autres. Les chroniques de l'époque, comme celle du religieux de Saint-Denis, décrivent une cour divisée où les nobles exploitent la faiblesse du roi pour asseoir leur pouvoir. Les deux principales factions menées par le duc d'Orléans, frère de Charles, et le duc de Bourgogne, Jean sans peur, se livrent une guerre sournoise pour contrôler la régence. Pendant ce temps, la reine Isabeau, tiraillée entre son devoir envers son mari et les pressions politiques, devient une figure centrale, mais controversée. Imaginez-vous dans la salle du conseil, du palais des Tournelles, où les nobles murmurent des complots, jetant des regards méfiants les uns aux autres. Les crises de Charles VI, imprévisibles et violentes, rendent toute décision royale incertaine. Lors d'une crise en 1401, rapportée par Monstrelet, le roi convaincu que sa femme complotait contre lui, ordonne son bannissement temporaire de la cour. Cette accusation, sans fondement, reflète sa paranoïa croissante. Une analyse psychologique moderne pourrait attribuer ces délires à une schizophrénie avancée, où Charles percevait des menaces imaginaires, même de la part de ceux qu'il aimait. Isabeau, humiliée, doit naviguer entre la protection de ses enfants et les intrigues des ducs qui cherchent à la manipuler. Ce qui rend cette période si dramatique, c'est la manière dont la folie de Charles devient une arme politique. Le duc d'Orléans, ambitieux et charismatique, utilise les périodes de lucidité du roi pour obtenir des faveurs, tandis que le duc de Bourgogne, plus calculateur, exploite les crises pour justifier une régence. En 1407, la tension atteint son paroxysme lorsque Jean sans peur orchestre l'assassinat du duc d'Orléans dans une rue de Paris. Cet acte décrit dans les chroniques comme un meurtre brutal à coups de hache plonge la France dans une guerre civile entre les Armagnacs, soutiens d'Orléans, et les Bourguignons. Imaginez la terreur des Parisiens, voyant leur capitale devenir un champ de bataille, tandis que leur roi, enfermé dans son palais, hurle des ordres incohérents. La démence de Charles aggrave le chaos. Lors de ces crises, il continue d'imposer des décrets absurdes, comme exiger que tous les courtisans portent des masques grotesques lors des conseils royaux, croyant que cela éloignerait les esprits malins. Ces ordres, bien que risibles en surface, sèment la peur. Désobéir au roi même dans sa folie peut entraîner la disgrâce ou, pire. Les archives mentionnent un incident où un noble refusant de porter un masque de démon est banni de la cour, laissant sa famille dans la misère. Pour les courtisans, chaque jour est un pari flatter un roi, instable, ou risquer sa colère. Isabeau, souvent critiquée par les chroniqueurs comme une opportuniste, tente de protéger ses enfants, dont le jeune dauphin, Charles futur, Charles VII. Mais sa position est précaire. Accusée à tort d'adultère et de trahison par les rumeurs, elle devient une cible facile pour les factions rivales. Imaginez son désespoir voyant son mari sombrer dans la folie, tout en devant négocier avec des nobles avides de pouvoir. Une analyse moderne pourrait souligner le stress psychologique immense qu'elle endure, peut-être amplifié par un sentiment d'impuissance face à la maladie de son mari. Pour le peuple, le règne de Charles VI devient un cauchemar. Les taxes augmentent pour financer les banquets extravagants du roi et ses costumes effrayants, tandis que la guerre civile et les invasions anglaises ravagent le pays. Les paysans, écrasés par la misère, commencent à voir la folie de Charles comme une punition divine. Les récits populaires amplifiés dans les tavernes décrivent un roi possédé,
vêtu comme un démon et interdisant la joie. Ces histoires, bien que souvent exagérées, reflètent une vérité cruelle. La France souffre sous un roi incapable de gouverner. Les médecins royaux, toujours impuissants, proposent des remèdes désespérés bains froids, prières intensives et même des talismans supposés chasser les démons. Certains conseillers influencés par la superstition accusent des sorciers d'avoir ensorcelé le roi, déclenchant une chasse aux sorcières qui terrorise les villages. Ces accusations, bien que sans fondement, montrent à quel point la folie de Charles alimente une hystérie collective. Ce chaos politique et social met en lumière la tragédie humaine de cette période. Imaginez-vous à la place d'un courtisan, forcé de flatter un roi qui pourrait à tout moment ordonner votre exécution dans un accès de délire. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, cette période soulève une question troublante. Comment un royaume peut-il survivre lorsque son roi devient son propre ennemi? Si ce chaos vous fascine, attendez de découvrir comment les costumes effrayants de Charles VI sont devenus un symbole de sa démence et de la terreur qu'il inspirait. Les costumes du diable, une obsession pour l'horreur. Si le chaos politique de la cour de Charles VI vous a captivé, attendez de découvrir comment son obsession pour les costumes effrayants a transformé ses apparitions en spectacles de terreur reflétant la profondeur de sa démence. Dans les années 1400, alors que la folie du roi s'aggrave, Charles se drape dans des tenues grotesques, loue démon créature mythique qui glace le sang de sa cour et alimente les rumeurs d'une malédiction surnaturelle. Cette 5e partie explore cette fascination macabre, son impact sur la cour et le peuple et les tentatives désespérées pour soigner un roi perdu dans ses délires. Préparez-vous à un voyage dans un monde où la royauté devient un cauchemar vivant. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Au début du XVe siècle, Charles VI, désormais dans la quarantaine, est un roi dont les crises de folie sont devenues monnaie courante. Les chroniques de l'époque, comme celle du religieux de Saint-Denis, décrivent un homme dont les apparitions publiques sont marquées par des costumes si effrayants qu'il terrifie même ses plus proches conseillers. Lors des banquets ou des cérémonies, Charles insiste pour porter des tenues inspirées de légendes païennes ou de figures démoniaques souvent ornées de plumes de peau d'animaux ou de masques aux traits grotesques. Ces costumes, loin d'être de simples extravagances, reflètent un esprit tourmenté, convaincu de sa propre transformation en créature surnaturelle. Imaginez-vous dans la grande salle du palais des Tournelles, où la cour se réunit pour un banquet. Les chandelles vacillent, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Charles VI entre vêtu d'un costume de loup, les yeux brillants d'une lueur étrange. Les courtisans figés retiennent leur souffle, craignant un nouvel accès de colère. Selon une anecdote rapportée par Enguerrand de Monstrelet, le roi lors d'une crise hurle qu'il est une bête envoyée pour punir la France, obligeant ses serviteurs à l'imiter en portant des masques similaires. Cette obsession, que les médecins modernes associeraient à une forme de délire zoanthropique, la croyance d'être un animal, terrifie la cour qui voit dans ses actes la preuve d'une possession démoniaque. Ce qui rend cette période si troublante, c'est la manière dont les costumes de Charles deviennent un symbole de sa démence. Après le bal des Ardents de 1393, où son costume enflammé a causé la mort de plusieurs courtisans, son penchant pour les tenues macabres s'intensifie. Les archives décrivent des costumes si complexes qu'ils nécessitent des heures de préparation, des capes ornées de symboles occultes, des masques sculptés
avec des traits de démons grimaçants, et même des chaînes métalliques qui cliquettent sinistrement lorsqu'il marche. Ces spectacles censés divertir deviennent des cauchemars pour les spectateurs qui craignent que le roi ne perde tout contrôle. Pour la reine Isabeau, ces costumes sont une source d'angoisse supplémentaire. Déchirée entre son rôle de régente et son amour pour son mari, elle tente de limiter ses exhibitions, mais Charles, dans ses moments de délire, la repousse, l'accusant de trahison. Une analyse psychologique moderne pourrait suggérer que ces costumes servaient de mécanisme de défense. En se transformant en monstre, Charles externalisait sa peur de perdre son identité. Mais pour la cour, ces tenues sont un rappel constant de l'instabilité, du roi rendant chaque cérémonie imprévisible. Les nobles comme le duc de Bourgogne, gens sans peur, exploitent cette faiblesse pour consolider leur pouvoir. Lors des périodes de lucidité de Charles, ils obtiennent des privilèges. Lors de ces crises, ils justifient leur contrôle de la régence. Mais même eux ne sont pas à l'abri. Une anecdote raconte que Jean sans peur, forcé de porter un masque de démon lors d'un banquet, aurait murmuré à un conseiller que le roi semblait plus diable qu'homme. Cette peur partagée par les puissants montre à quel point la démence de Charles désagrège l'ordre social. Pour le peuple, les récits des costumes du roi deviennent des légendes terrifiantes. Les tavernes de Paris bruissent d'histoires. Charles serait un sorcier invoquant des démons à travers ses tenues. Ces rumeurs amplifiées par la superstition sont alimentées par des incidents comme celui de 1405, où le roi vêtu d'un costume de dragon aurait tenté de brûler un serviteur qu'il croyait être un traître. Les chroniqueurs, comme le religieux de Saint-Denis, notent que ces actes renforcent l'idée d'une malédiction divine sur la France, déjà ravagée par la guerre contre l'Angleterre. Les médecins royaux, toujours impuissants, proposent des traitements désespérés, herbes prières et même des amulettes pour contrer les supposés esprits malins. Certains prêtres convaincus que les costumes reflètent une influence démoniaque plaident pour un exorcisme, mais la cour, craignant un scandale, rejette l'idée. Pendant ce temps, les dépenses pour les costumes extravagants du roi épuisent le trésor royal, provoquant la colère des paysans, écrasés par les taxes. Imaginez la frustration d'un villageois, apprenant que ses impôts financent les caprices d'un roi qui interdit le rire et se drape comme un monstre. Ce qui rend cette période si poignante, c'est la tragédie humaine au cœur du drame. Les enfants de Charles, dont le jeune dauphin, Charles futur, Charles VII, grandissent dans l'ombre d'un père qu'ils craignent. Isabeau, accusée à tort de négligence par les chroniqueurs, lutte pour protéger sa famille tout en gérant un royaume en crise. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, cette période soulève une question: comment une cour peut-elle survivre lorsque son roi devient un symbole de terreur? Si ces costumes vous glacent le sang, attendez de découvrir comment la démence de Charles VI a précipité la France dans une guerre civile et une invasion étrangère. La France, en feu, une nation déchirée par la folie d'un roi. Si les costumes effrayants de Charles VI vous ont glacé le sang, attendez de découvrir comment sa démence a précipité la France dans une guerre civile et une invasion étrangère, transformant un royaume jadis glorieux en un champ de ruines. Dans les années 410, alors que la folie du roi s'intensifie, la cour de France devient un théâtre de trahison, et le royaume sombre dans un chaos où les ambitions des nobles et les invasions anglaises exploitent la faiblesse d'un monarque perdu dans ses délires. Cette sixième partie explore l'impact dévastateur de la démence de Charles VI sur la nation, les luttes intestines de la cour et les rumeurs croissantes de sorcellerie.
Préparez-vous à un voyage dans un monde où la folie d'un roi menace de détruire un pays. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Dans les années 90, Charles VI, désormais dans la quarantaine avancée, est un roi presque entièrement consumé par la folie. Les chroniques de l'époque, comme celle du religieux de Saint-Denis, décrivant un homme qui passe des semaines enfermé dans ses appartements, refusant de se laver ou de changer ses vêtements, convaincu que son corps de verre pourrait se briser. Ces rares apparitions publiques, souvent vêtues de costumes grotesques, terrifient la cour. Ces crises de plus en plus fréquentes laissent la France sans véritable dirigeant, ouvrant la porte à une guerre civile entre les factions armagnacs, soutenant le duc d'Orléans, et Bourguignon, menés par Jean sans peur. Imaginez-vous dans les rues de Paris, où la guerre civile fait rage. Les Armagnacs et les Bourguignons s'affrontent dans des combats sanglants, tandis que les Anglais, sous la houlette d'Henri V, profitent de la faiblesse de la France pour lancer des invasions. La bataille d'Azincourt, en 1415, un désastre pour les Français, est un exemple tragique de l'incapacité de Charles VI à gouverner. Selon les chroniques de Jean Lefebvre, le roi en pleine crise est absent du champ de bataille, laissant ses nobles désorganisés face à un ennemi supérieur. La défaite, qui voit des milliers de chevaliers français massacrés, est attribuée à l'absence d'un leadership royal, un vide causé par la démence de Charles. Ce qui rend cette période si dramatique, c'est la manière dont la folie du roi alimente le chaos national. Pendant ces crises, Charles VI continue d'imposer des décrets absurdes, comme exiger que les Parisiens portent des vêtements noirs pour honorer les esprits ou interdire les cloches d'église qu'il croit être des voix de démons. Ces ordres rapportés par Monstrelet sèment la confusion et la peur, car désobéir au roi même dans sa folie peut entraîner des châtiments sévères. Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter ces décrets comme des manifestations d'un délire paranoïde où Charles projetait ses peurs intérieures sur son entourage. À l'époque, cependant, il renforce l'idée que le roi est possédé ou maudit. La reine Isabeau, désormais au centre des intrigues, devient une figure controversée. Accusée par les Bourguignons de favoriser les Armagnacs, elle tente de maintenir une apparence de stabilité, mais sa réputation souffre. Les chroniqueurs, souvent biaisés, la dépeignent comme une manipulatrice, mais une analyse moderne pourrait souligner son rôle ingrat, une femme forcée de naviguer entre un mari dément des nobles avides de pouvoir et un royaume en guerre. Imaginez son désespoir voyant ses enfants, dont le dauphin Charles grandir dans un climat de peur et de violence, tandis qu'elle lutte pour protéger la couronne. Les rumeurs de sorcellerie s'intensifient, alimentées par les comportements erratiques du roi. Les archives mentionnent des procès contre des prétendus sorciers, accusés d'avoir ensorcelé Charles VI. Ces chasses aux sorcières, souvent dirigées contre des innocents, reflètent l'hystérie collective d'une société cherchant des explications à la folie du roi. Les paysans, écrasés par les taxes et la guerre, commencent à croire que la France est sous une malédiction divine, une croyance renforcée par les récits des costumes démoniaques de Charles et de ses décrets absurdes, comme l'interdiction de rire. Un incident particulièrement troublant se produit en 1418, lorsque les Bourguignons s'emparent de Paris, massacrant des milliers d'Armagnacs. Charles VI, dans un rare moment de lucidité, signe le traité de Troyes en 1420, qui désigne Henri V d'Angleterre comme son héritier déshéritant son propre fils, le dauphin Charles. Cet acte dicté par la manipulation des Bourguignons et l'incapacité du roi à gouverner
est un coup dévastateur pour la France. Imaginez la fureur du peuple, apprenant que leur roi, vêtu comme un spectre, a cédé la couronne à un ennemi étranger. Pour les courtisans, la vie à la cour devient un cauchemar. Les nobles obligés de participer au banquet macabre du roi craignent pour leur vie. Une anecdote raconte qu'un serviteur, refusant de porter un masque de démon, fut emprisonné, tandis que Charles, en pleine crise, dansait au milieu de la salle, hurlant des incantations incompréhensibles. C'est ce spectacle, bien que grotesque, reflète une tragédie humaine, un roi jadis aimé, désormais réduit, un pantin de sa propre folie. Pour le peuple, la France de Charles VI est un enfer. Les villages sont pillés par les armées anglaises et les bandes de mercenaires, tandis que les taxes financent les caprices du roi. Les récits populaires, amplifiés, dans les tavernes décrivent un roi maudit, dont les costumes effrayants sont la preuve d'un pacte avec le diable. Ces histoires, bien que romancées, capturent une vérité cruelle. La démence de Charles VI a plongé la France dans une ère de désespoir. Si ce chaos national vous bouleverse, attendez de découvrir comment la fin de Charles VI et son héritage ont marqué la France, laissant une légende de terreur qui hante encore l'histoire. La prochaine partie vous emmènera dans les derniers jours d'un roi dont la folie a changé le destin d'une nation. L'héritage du roi fou, une légende de terreur éternelle. Si le chaos national, causé par la démence de Charles Solms, vous a bouleversé, attendez de découvrir comment ces derniers jours et son héritage ont transformé un roi jadis aimé en une légende de terreur qui hante encore l'histoire de France. Dans les années 1420, alors que Charles VI s'éteint lentement sa folie, laisse un royaume fracturé, une cour brisée et un mythe qui perdure à travers les siècles. Cette 7e et dernière partie explore les derniers instants du roi, l'impact de sa démence sur son fils, Charles VII, et la France, et la manière dont son règne est devenu un conte d'avertissement. Préparez-vous à un voyage où la réalité se mêle au mythe, révélant une vérité aussi choquante qu'inoubliable. Si cette histoire vous a secoué, appuyez sur « J'aime », partagez-la et laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants dans les dernières années de sa vie. Charles VI, désormais dans la cinquantaine, est un roi fantomatique, relégué à l'ombre de son propre palais. Les chroniques de l'époque, comme celle de Jean Chartier, décrivant un homme épuisé, physiquement affaibli par des anneaux de crise et de traitements inefficaces. Ses accès de folie, bien que moins violents, sont presque constants, et ces rares moments de lucidité ne suffisent plus à gouverner. La France, déchirée par la guerre civile, entre Armagnac et Bourguignon, et les invasions anglaises, est un royaume au bord du gouffre. Le traité de Troyes de 1420, signé lors d'un moment de faiblesse de Charles, a désigné Henri V d'Angleterre comme son héritier, déshéritant son propre fils, le dauphin Charles. Cet acte manipulé par les Bourguignons marque l'apogée du chaos causé par la démence du roi. Imaginez-vous dans les couloirs sombres du palais, des tournelles, où Charles VI, vêtu de haillons ou de costumes grotesques, erre comme un spectre. Ses courtisans, réduits à un petit cercle de serviteurs loyaux, évitent ses regards, craignant un nouvel accès de colère. Selon les archives, il refuse souvent de manger, convaincu que sa nourriture est empoisonnée, et passe des heures à parler à des ombres qu'il croit être des esprits. Une analyse psychologique moderne pourrait diagnostiquer une schizophrénie avancée aggravée par le stress chronique et l'isolement. À l'époque, cependant, ces comportements renforcent les rumeurs de possession démoniaque alimentées par ces costumes effrayants
et ses décrets absurdes, comme l'interdiction de rire. La reine Isabeau, désormais ostracisée par une grande partie de la cour, lutte pour maintenir une apparence de stabilité. Accusée à tort par les chroniqueurs d'avoir trahi son mari et son pays, elle vit dans l'ombre, protégeant ses enfants, dont le dauphin, Charles, qui se prépare à reconquérir le trône. Imaginez son chagrin, voyant le roi, autrefois, un époux aimant, réduit à un homme brisé, incapable de reconnaître ses propres enfants. Les lettres d'Isabeau, bien que rares, me révèlent une femme déchirée entre le devoir et le désespoir, tentant de préserver l'héritage de la couronne dans un royaume en ruine. Charles XVI meurt en 1422, probablement d'une combinaison de malnutrition et d'épuisement, dans une solitude presque totale. Les chroniqueurs, comme le religieux de Saint-Denis, décrivent ces derniers moments comme paisibles, mais des rumeurs persistent. Certains serviteurs affirment qu'il murmurait des incantations étranges, comme s'il parlait à des entités invisibles. Sa mort, loin de mettre fin au chaos, laisse la France dans une situation désespérée. Le dauphin, Charles, soutenu par Jeanne d'Arc, doit lutter pour reprendre le trône face aux Anglais et aux Bourguignons, un défi rendu plus difficile par l'héritage chaotique de son père. Ce qui rend cette période si poignante, c'est la manière dont la folie de Charles VI devient une légende. Après sa mort, son règne est transformé en un conte d'avertissement dans les tavernes et les villages. Les conteurs décrivent un roi fou, vêtu comme un démon interdisant le rire et plongeant la France dans les ténèbres. Ces récits, bien que romancés, s'appuient sur des vérités historiques, les costumes grotesques, les décrets absurdes et les crises qui ont terrorisé la cour. Les historiens, comme Jean-Patrice Boudet dans La France, au Moyen-Âge, notent que la démence de Charles a exacerbé les divisions nationales, facilitant l'occupation anglaise et la guerre civile. L'héritage de Charles XVI est ambivalent. D'un côté, son règne marque un tournant sombre pour la France, affaiblissant la monarchie et ouvrant la voie à des décennies de conflits. De l'autre, son fils, Charles VII, inspiré par Jeanne d'Arc, parvient à restaurer la couronne, prouvant que l'espoir peut renaître des cendres. Pourtant, c'est la légende du roi fou qui persiste dans l'imaginaire collectif. Les ruines des palais, où Charles dansait en costume de loup, deviennent des lieux de pèlerinage macabre où les curieux cherchent des traces de ses délires. Les récits populaires amplifiés, au fil des siècles, influencent des œuvres littéraires, comme les chroniques de Froissart, ou plus tard les romans gothiques du XIXe siècle. Une analyse psychologique moderne pourrait voir dans la vie de Charles VI une tragédie humaine, un homme écrasé par le poids du pouvoir, peut-être prédisposé à des troubles mentaux par une hérédité fragile et abandonné par une cour incapable de le soigner. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, âgés de 35 à 65 ans, son histoire pose une question intemporelle. Comment une société peut-elle survivre lorsque son leader sombre dans la folie? La démence de Charles, amplifiée par les superstitions de l'époque, a transformé un roi en un mythe, un spectre royal dont l'ombre plane encore sur l'histoire. Cette légende perdure dans la culture française. Les récits du roi fou inspirent des contes, des pièces de théâtre et même des films modernes, où Charles VI est dépeint comme un symbole de la fragilité humaine. Pour les habitants de Paris, son nom évoque une ère de terreur où un roi vêtu comme un démon interdisait la joie. Si cette histoire vous a bouleversé, partagez-la avec ceux qui aiment explorer les recoins sombres de l'histoire. Appuyez sur « J'aime », laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants